Ok, bon, c'est reparti pour la correction de cette annale. Du coup, alors dans cette annale, un peu comme les autres, c'est genre beaucoup de solubilité et de complexation. Et voilà. Il y a 3 exos, on va les faire dans l'ordre, et puis voilà. Donc, exercice 1, question de cours, entre guillemets. On ajoute 1 litre à 1 litre d'eau pure, pardon, 1 mol de nitrite de barium BaNO2 et N2 mol de bromure de barium BaBr2. On négligera le caractère basique des ions NO2+, pardon, et Br-. C'est sympa qu'ils donnent ça, parce que du coup, si tu connais pas forcément les... je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais genre le caractère ionique de tes ions, genre si tu sais pas si ça va être Ba+, Ba2+, ou quoi, t'arrives à les deviner facilement avec ce qu'ils te donnent. Donc déjà, avant de regarder les questions, on va rédiger nos tableaux d'avancement avec la solubilité, parce que, bon, évidemment, on va nous parler de solubilité. Donc, dans un premier temps, on fait notre BaNO2. C1, on fait notre tableau d'avancement en concentration, mais pour le coup, c'est égal à notre nombre de moles, parce que le volume est égal à 1. Mais voilà. Et donc là, on en a 0, là, on en a 0. C1 moins S, et là, on met 2S1 parce qu'on a notre coefficient stoichiométrique. Et sur l'autre, on fait pareil, et on constate que ici, vu qu'on a 2 fois notre Ba2+, on aura à la fois S1 de formé, mais aussi S2. Donc on aura S1 plus S2 dans les 2 tableaux. Et ici, on aura 2 S2. Ensuite, on nous demande de démontrer que la solubilité du nitrite de barium dans la solution obtenue est similaire à sa solubilité dans l'eau. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les KS, donc le KS1 qui est donc le produit des concentrations des deux ions ici. Donc, on a S1 plus S2, facteur de 2S1 au carré par rapport au coefficient stoichiométrique. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'énoncé et on constate que on a KS2 égale à 10 puissance moins 12 KS1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a KS1 qui est très très grand devant KS2. Ce que j'ai écrit ici. Et donc ça traduit la relation que S1 est très grand devant S2. On peut appliquer ça à notre expression de KS1, ce qui fait qu'on néglige S2 devant S1. Donc on a KS1 égale 4S1 cube. En isolant S1, ça nous donne S1 égale racine cubique de 4S1 sur 4. Ou alors de KS1 pardon, sur 4. Ou alors donc du coup ça fait KS1 sur 4 le tout puissance 1 tiers. Et donc qui correspond à la solubilité dans l'eau pure. Donc on a réussi à faire la question 1, on a montré que la solubilité elle est égale à elle est similaire à sa solubilité dans l'eau pure. Ensuite, on nous demande de démontrer que la solubilité du bromure de barium, donc le BaBr2, dans la solution obtenue, est bien plus faible que sa solubilité dans l'eau pure. Pour ça, l'objectif premier, ça va être de retrouver une relation qui fait intervenir la solubilité dans l'eau pure fois un produit, donc fois une composante qui sera inférieure à 1 en théorie, pour dire que ce sera bien plus faible. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On recommence par calculer KS2, qui est égal à S1 plus S2 facteur de 2S2 carré. En négligeant S2 devant S1, ça nous fait que KS2 égale à S1 sur 4S2 carré. Là, le petit tips à retenir dans ce genre d'exercice, c'est que ça peut être sympa de simplifier le S1 ici, enfin l'enlever, et même le 4, de pouvoir les enlever. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait KS2 sur KS1, donc ça c'est à retenir, c'est sympa à faire, pour avoir S1 4S2 carré sur 4S1 carré. Les 4 s'en vont, et le S1 ici simplifie avec le cube pour faire un carré. On a donc KS2 sur KS1 égale S2 carré sur S1 carré. Donc, S2 carré égale S1 carré fois KS2 sur KS1, pardon. Et S2, donc du coup, en faisant la racine partout, ça nous fait S2 égale S1 fois KS2 sur KS1 puissance 1 demi. En remplaçant S1 par son expression trouvée précédemment,
donc KS1 sur 4 puissance 1 demi, puissance 1 tiers, pardon. On a ça. Et également ici, en fait, on va exprimer le KS2 puissance 1 demi en produit de KS2 puissance 1 sixième fois KS2 puissance 1 tiers. Parce que donc 1 sixième plus 1 tiers égale 1 demi. L'idée derrière cette transformation, c'est de pouvoir exprimer un KS2 puissance 1 tiers afin de le mettre dans cette fraction-là, ici, pardon, à la place du KS1, et avoir une expression de la forme KS2 sur 4, le tout puissance 1 tiers. Ce qui nous rappelle évidemment le résultat final après la racine cubique de KS2 sur 4, qui correspond à la solubilité dans l'eau. Donc c'est ce qu'on fait. Ici, ce composant-là, puissance 1 tiers, on le met à la place du KS1 ici, ce qui nous donne KS2 puissance 1 tiers sur 4 puissance 1 tiers fois le KS1 puissance 1 tiers qu'on a sorti de la fraction du coup, fois ce qui nous reste, donc le KS2 puissance 1 sixième sur le KS1 puissance 1 demi. Donc ça fait racine cubique de KS2 sur 4, la solubilité dans l'eau, fois KS2 puissance 1 sixième qui ne bouge pas, sur KS1 puissance 1 sixième. Pourquoi ? Parce que ici, KS1 puissance 1 tiers fois 1 sur KS1 puissance 1 demi, ça nous fait en gros KS1 puissance 1 tiers moins 1 demi qui nous fait moins 1 sixième, et x puissance moins 1 sixième, c'est égal à 1 sur x puissance 1 sixième. Voilà. Donc, on retrouve un S2 qui est la solubilité dans l'eau, fois KS2 sur KS1, sauf que vu que KS2 est très petit devant KS1, on a cette fraction-là qui est très petite devant 1, en fait. Ce qui fait que le résultat, ce sera quelque chose de bien inférieur à sa solubilité dans l'eau, quoi. Donc, je récapitule un peu les facteurs utiles dans cet exercice. C'est premièrement de ne pas oublier le S1 plus S2 par rapport au BA2+, qui se forme deux fois. Ne pas oublier l'hypothèse là, de KS1 très grand devant KS2 et donc S1 très grand devant S2 et donc S2 négligeable. Et ici, ne pas oublier de se simplifier la vie en faisant KS2 sur KS1 qui nous permet de simplifier les 4 et tout simplement le S1 en numérateur, quoi. Donc voilà. Ensuite, on passe à l'exercice 2. On ajoute 10-3 mol de sulfate de zinc, ZnSO4, à 1 litre d'eau à 298 Kelvin. Ok. Calculer les concentrations des espèces dissoutes à l'équilibre en négligeant ici le caractère basique des ions SO4 de moins. Ça, c'est rien de très compliqué. Donc N dans un volume d'un litre égale à C. Donc on a C0 égale à 10 moins 3. ZnSO4 qui se transforme en Zn2+, plus SO4 de moins. C0 moins S, SS. Et on a KS qui est donné ici dans l'énoncé, 10 moins 7,7, qui est égal au produit des deux concentrations, donc S carré. Et donc en isolant S, ça fait S égale à la racine de ça, là, qui nous donne 10 puissance moins 3,85. Ensuite, on nous dit qu'on ajoute sans variation de volume à la solution précédente des ions CH3CO-, jusqu'à dissolution complète du sulfate de zinc. Écrire les réactions qui sont susceptibles de se produire et calculer la valeur de leur constante d'équilibre. Donc, on ajoute du CH3CO-. Ce CH3CO-, avec quoi c'est un anion, donc avec quoi il va réagir ? Il va réagir avec le cation et avec le ZnSO4. Donc, le CH3CO- plus Zn2+, qui va former le complexe ZnCH3COO. On nous donne la constante de formation 10 puissance 2. Ici, le CH3CO- plus ZnSO4, qui va donner le complexe plus SO4 de moins. Comment est-ce qu'on calcule la constante d'équilibre ?
c'est simple, on constate que... c'est pas vraiment simple. Enfin, sur cet exemple-là, ça va, mais après, on pourra voir plus tard que ça peut se complexifier un peu. En fait, on constate que cette équation, c'est la somme de cette équation-là, qu'on va appeler équation 1, et de celle-là, qu'on va appeler équation 2. Et en fait, donc on a CH3CO- qui donne plus ZnSO4 plus Zn2+, mais qui donne aussi des Zn2+, donc on l'enlève des deux côtés, et c'est pour ça qu'il n'y est pas dans notre somme, on va dire, qui donne ZnCH3, enfin le complexe, quoi, plus SO4, pardon, 2-. Et donc la constante d'équilibre, elle va tout simplement être égale au produit des deux constantes d'équilibre des deux équations qu'on a sommées, soit Ks fois Kf. Donc 10 moins 7,7 fois 10 puissance 2 égale 10 puissance moins 5,7. Ce qui est très inférieur à 1. C'est intéressant de le noter, mais pas vraiment utile. Et ensuite, on nous demande d'estimer l'ordre de grandeur du complexe. Et donc ça, moi, ce que j'ai compris là-dessus, c'est qu'en gros, à la base, on a une concentration de ZnSO4 qui est de 10-3. Une partie de cette concentration, enfin une partie de ce nombre de moles, quoi, va se transformer en Zn2+. Donc on aura une partie des 10-3 qui seront dans le Zn2+, et une partie qui resteront dans le ZnSO4. Sauf que on remarque que la partie qui s'est transformée en Zn2+, elle va réagir pour se transformer en complexe, et la partie qui est restée, elle va aussi réagir pour se transformer en complexe. Ce qui fait qu'au final, quasiment la totalité, si ce n'est la totalité de nos 10-3 moles vont se transformer en complexe finalement. Ce qui fait que ordre de grandeur pour notre complexe, ce sera environ 10-3. On peut également noter dans les réactions susceptibles d'arriver la réaction avec l'eau, donc CH3CO- plus H2O qui nous donne CH3COH plus OH. Calcul du K avec KE sur KA, on trouve 10 moins 9,3, donc c'est très faible devant 1, donc ça va pas beaucoup se produire, quoi. Ensuite, on nous dit qu'on ajoute sans variation de volume à la solution précédente des ions H3O+, à l'aide d'une burette. On observe successivement l'apparition d'un précipité, puis la disparition de celui-ci. Justifiez ces observations en écrivant les réactions qui sont susceptibles de se produire au cours de l'ajout d'ions H3O+. Et encore une fois, tout en calculant leur constante d'équilibre. Ok, donc là, ce qu'on va se concentrer de faire en priorité, c'est d'écrire les réactions qui sont susceptibles d'arriver, leur constante de vitesse, et après de pouvoir essayer d'expliquer à partir de ces équations susceptibles ce qui s'est passé, quoi. Donc, on a un ajout de H3O+, les réactions qui sont susceptibles d'arriver, donc... Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que là, j'ai surligné en rose les espèces qui restent dans notre peau. Parce que dans la question 2, on a dit qu'on ajoutait du CH3COH jusqu'à qu'il y ait dissolution complète du sulfate de zinc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre sulfate de zinc, on n'en a plus. Par contre, on a toujours du CH3CO-, et on a du complexe, et on a du SO4 de moins. Donc c'est simple, le H3O+, il va réagir avec nos espèces surlignées, quoi. H3O+, plus SO4 de moins, qui nous donne acide base, H2O plus HSO4 moins. On nous donne le Ka dans l'énoncé, on a K égale 1 sur Ka, étant donné que notre acide est à droite. Donc notre K égale à acide sur base fois H3O+, ce qui est littéralement 1 sur Ka. De même pour le H3O+, plus CH3CO-, acide base, qui nous donne H2O plus CH3COH. Notre K est égal à 1 sur Ka, je crois que tout à l'heure c'était Ka2 et là c'est Ka1. 10 puissance 4,7, on constate déjà qu'on a une constante de vitesse très grande devant notre première, donc elle va sûrement arriver en premier, ce que j'ai noté, RP1. Mais on calcule aussi notre H3O+, plus le complexe ZnCH nanana, qui nous donne H2O plus Zn2+, plus CH3COH. C'est là où c'est un peu plus compliqué, parce que du coup, notre K, il est égal à 1 sur Ka, parce qu'en fait, il faut comprendre que ça, c'est littéralement juste Zn2+, plus CH3CO au moins,
Donc on retrouve avec le CO- et le H3O+, qui donne CH3COH. Donc ça, c'est littéralement le 1 sur Ka. Et également notre complexe qui donne notre Zn de plus et tout ça. Donc ça va être, du coup, à l'inverse, ça va être 1 sur Kf. Et donc on a K égale 1 sur Ka fois 1 sur Kf, qui nous donne 10 puissance 2,7. Donc là, on a fait toutes les réactions susceptibles d'arriver, en théorie. Et maintenant, on essaie de comprendre. Donc par rapport aux constantes de vitesse, on constate que celle-là, elle va se produire en premier, ou le plus rapidement du moins. Donc c'est ce qu'on dit, l'acide, donc H3O+, réagit avec CH3CO- jusqu'à le consommer totalement. Parce que oui, comme si on était en TP, on a une burette, et en gros, on continue de faire couler notre H3O+. Donc ça va pas être lui le réactif limitant de cette réaction quantitative. Ensuite, deuxième réaction, notre H3O+, notre acide, il va réagir avec le complexe et former des ions Zn2+. C'est ce qui est marqué ici. Et ces ions Zn2+, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réagir avec ce qui nous reste dans le pôle, le SO4-. Et on sait que Zn2+, plus SO4-, ça forme notre sulfate de je sais pas trop quoi là. En gros, notre solide, c'est ça qui va précipiter en fait. Et on calcule le K qui est égal à 1 sur Ks, qui est de 10 puissance 7,7. C'est énorme. Ça veut dire que dès qu'on va produire du Zn2+, il va directement réagir avec SO4-, pour former notre ZnSO4. Et c'est ça qui explique l'observation de précipiter dans le pot, en fait. Et là, donc c'est bien, on a expliqué la moitié, on a expliqué que ça précipitait, mais pourquoi est-ce que ça va s'arrêter? C'est simple. On continue d'ajouter de l'H3O+, sauf qu'au bout d'un moment, on n'aura plus de complexe. Et si on n'a plus de complexe, on ne peut plus former de Zn2+. Et si on n'a plus de Zn2+, on ne peut plus former de ZnSO4. SO4, oui. Mais donc, du coup, plus de ZnSO4, plus de précipité, ça disparaît. C'est ce que j'ai dit, formation de ce précipité tant que l'acide n'a pas consommé tout le complexe. Après consommation totale, plus de formation de Zn2+, disparition du précipité. Voilà. Et après, enfin, on peut dire que la troisième qu'on a vue, ça va réagir avec SO4- pour former ça. Pas pertinent dans l'explication de la formation du précipité, en tout cas. Exercice 3 et dernier exercice de cette annale, qui portera plus sur les complexes, comme on peut le voir. Hein. Alors, les ions acétate, CH3CO- peuvent jouer le rôle de ligand monodendate. Les ions Zn2+, donnent avec les ions acétate 3 complexes successifs dont les indices de coordination valent respectivement 1, 2, 3. Les constantes globales de formation de ces complexes sont β1, β2, β3. 2 questions de cours. Donner les formules et les noms de ces complexes. Complexe monoliganté avec un seul CH3CO-, ça nous donne un ion parce que c'est un ion, quoi. Mono parce qu'on n'en a que un. Acétato parce que c'est de l'acétate, quoi. Et zinc parce que c'est du zinc. Et 2 parce qu'on a 2+. Le prochain, c'est pas un ion. On en a mis 2, donc di ou bi-acétato, zinc 2. Le troisième, la petite subtilité, donc, c'est que c'est un ion, mais c'est un anion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rajoute at après le nom du métal. Donc ion, triacétato, zincate 2. Voilà. Calculer les constantes de formation successives de ces complexes. Relation de base, à savoir β1 égale Kf1 10 puissance 5,5. β2 égale Kf1 fois Kf2. On isole Kf2, ça fait β2 sur Kf1, mais qui est égal à β1. On calcule, tout est donné dans l'énoncé. Ça fait 10 puissance 6,3. β3 égale Kf1 fois Kf2 fois Kf3, qui fait donc β2 fois Kf3. On isole Kf3, on a notre valeur. Ok. Maintenant, troisième question, qui est de tracer le diagramme de prédominance des espèces en fonction de P CH3CO- égale moins log de CH3CO-. Donc le moins log, il va traduire le fait que plus on a de CH3, plus notre P, notre potentiel sera bas. Donc pour avoir le potentiel max, le potentiel le plus élevé finalement, c'est le moment où il y a le moins de CH3CO-.
quand est-ce qu'il y a le moins de CH3CO-, c'est quand il n'y en a pas. Donc Zn2+. Puis après, en théorie, qu'est-ce qu'il y aura ? Le moment où il n'y a qu'un seul CH3CO-, donc le monoliganté, celui-ci. Comment est-ce qu'on explique ? Comment est-ce qu'on trouve cette valeur-là ? C'est simple, à la frontière, donc à ce trait-là, quoi, les deux concentrations se valent, elles sont égales. Donc, c'est ce que je viens de dire. Et donc, on trouve que KF1, on rappelle, qui est donc qui est la constante de formation, mais du coup qui correspond à cette équation, qui est égale à donc, la concentration des produits sur celle des réactifs, qui nous donne exactement ça. Sauf que, vu qu'à la frontière, cette concentration-là est égale à celle-là, il se simplifie, et on a seulement 1 sur CH3CO-. Et donc, on a la concentration qui est égale à 1 sur KF1 égale 10 puissance moins 5,5. Le potentiel, on fait moins log, on trouve 5,5. C'est exactement ce qu'on trouve ici. Voilà. Et maintenant, on fait exactement pareil avec les autres frontières et KF. Parce que du coup, à la deuxième frontière, ce sera 1 sur KF2. Troisième frontière, 1 sur KF3, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de l'expliquer à chaque fois si on a expliqué au début. Et donc, on continue. D'ailleurs, c'est la même chose. D'ailleurs, en fait, si on continue, si je fais un trait, on a le Zn2+. C'est juste que c'était plus simple de le faire en 2 fois, quoi. Et donc, on constate quoi ? On a 6,3 et on a 2,8 en faisant 1 sur KF2, 1 sur KF3. Mais qu'est-ce qu'on constate ? On constate, si on refait bien notre truc, c'est que là, on a 5,5. Mais comment est-ce qu'on pourrait avoir 5,5 après un 6,3 ? C'est pas logique. Et ça traduit quoi ? Ça traduit le fait qu'en fait, on va jamais arriver à ce 6,3. On va d'abord s'arrêter au 5,5 et directement se transformer en Zn2+. On va pas aller dans cette case du ZnCH3CO+. Traduction avec des mots en français. On constate que la frontière 1 arrive avant la 2, 5,5 inférieur à 6,3. Donc, le monoliganté n'est jamais prédominant. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de calculer la frontière entre Zn2+, et le biliganté, parce qu'on a dit que, ok, on passait pas par le monoliganté, mais du coup, il faut calculer la frontière entre le biliganté et directement Zn2+. Donc, quelle formule on connaît pour faire intervenir dans une équation Zn2+, et le biliganté ? C'est directement l'équation avec bêta2. On écrit notre équation, on a bêta2, on dit qu'on est à la frontière. Donc, ces deux concentrations se valent. On isole notre CH3CO-. C'est racine carrée de bêta2, de 1 sur bêta2 finalement, ce qui nous fait 10 moins 5,9. Le potentiel est de 5,9. Si on trace notre diagramme de prédominance final, on a Zn2+, avec une frontière du biliganté à 5,9, qui a lui-même une frontière avec le triliganté à 2,8. Ok, on arrive à l'avant-dernière question de cette annale. Donc, on nous dit quoi ? On mélange 50 ml d'une solution aqueuse de chlorure de zinc ZnCl2 à 10-2 mol par litre et 50 ml d'une solution aqueuse d'acétate de sodium à 10-3 mol par litre. Ok, donc on nous dit que c'est des espèces qui se dissocient totalement. Donc le ZnCl2 va se transformer en Zn2+, plus 2Cl-, mais ça dégage parce que c'est spectateur. Et pareil ici, le Na+, va dégager. On se retrouve avec du CH3CO-, exactement ce avec quoi on travaille tout à l'heure finalement. Le volume total est de 100 ml. Donc la concentration, elle subit un facteur de dilution de 2. Donc en gros, il faut diviser la concentration par 2. CH3CO- égale 5 fois 10-4 et le Zn2+, c'est 5 fois 10-3. On nous dit quel complexe est majoritairement présent à l'équilibre. C'est simple, on va calculer notre concentration, le potentiel de notre concentration, donc le moins log de notre concentration, et ça nous dit 3,3. On regarde dans notre diagramme de prédominance, 3,3 c'est ici, et donc le complexe majoritaire, c'est le biliganté. Donc ZnCH3CO2 et l'espèce majoritaire. Ensuite, déterminer la composition de la solution à l'équilibre. Qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on dit qu'on va travailler avec le biliganté.
et en même temps, on a des valeurs pour CH3CO- et Zn de plus. Donc en même temps, il n'y a pas trop le choix, quoi. Donc on fait Zn de plus, 2 CH3CO-, qui nous donne... pourquoi 2 CH-? 2 CH3, oui, parce que 2 CH3, oui, excuse-moi, parce qu'en fait, on travaille avec le bêta 2, quoi, oui, donc c'est logique. Donc avec le Zn, CH3COO2, donc le biliganté, on met nos concentrations qu'on a calculées tout à l'heure, 0, bêta 2 c'est très grand devant 1, donc quantitatif, là donc epsilon, et on n'oublie pas parce que ici, y a, quand on consomme 2 moles ici, on n'en consomme que une ici et on n'en produit que une ici. Donc à chaque fois, avant d'additionner ou de soustraire le 5 fois 10-4, il faudra faire fois 1,5. Donc ici, on a 5 fois 10-3 moins 1,5 de 5 fois 10-4, parce que 1 mol au lieu de 2, donc la moitié, qui nous donne 4,75 fois 10-3, et ici 2,5 fois 10-4. Voilà. Désolé si je vais un peu vite, n'hésite pas à me poser des questions si tu en as besoin, si tu comprends pas. On passe à la dernière question, qui est donc on ajoute à la solution précédente de l'acide chlorhydrique HCl jusqu'à que 1% du zinc soit complexé. Ça, on retient. Déterminer la nouvelle composition et le pH de la solution à l'équilibre. Ok. Ajout de HCl. HCl, c'est quoi? C'est H+, plus Cl-. Spectateur, ça bouge. Donc H+, c'est l'équivalent d'H3O+, quoi. Donc ça, on nous dit que, enfin, on sait que on a combien de zinc? On a 5 fois 10-3 mol par litre. Et on veut que 1% soit complexé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre complexe, ce sera 1% de cette valeur de zinc. Donc 0,01 fois 5 fois 10-3 qui nous donne 5 fois 10-5. Et donc, par conservation du zinc, s'il n'y en a que 1% qui est complexé, ça veut dire qu'il y en a 99% qui restent en Zn de plus. Donc, notre concentration finale de Zn de plus, ce sera 0,99 fois 5 fois 10-3, qui nous donne 4,95 fois 10-3. Ok. Donc, on fait tomber du H3O+, qui réagit avec notre biliganté, pour former du Zn de plus 2 CH3COH, plus 2 H2O. Comment on met les deux, tout ça en fait, c'est la chimie, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit égal des deux côtés. Donc, on égalise un peu. On se doute un peu de comment va se dissocier notre Zn CH3COO en Zn de plus CH3COH. Et notre H3O+, qui va se transformer en H2O. Ok, donc on met nos valeurs calculées dans notre tableau d'avancement de tout à l'heure. Là, on était à l'équilibre. Ça, on n'en avait pas. L'eau, on s'en fout. Et là, on met les résultats finaux qu'on veut avoir. Donc, les 1% de complexé et les 99% de restants, quoi. Maintenant, on va essayer de calculer cette valeur. Comment est-ce qu'on peut l'obtenir, cette valeur? Parce qu'on part de 0. C'est simple, on va calculer la quantité de moles formés, en fait. Donc, on passe de 4,75 fois 10-3 à 4,95 fois 10-3. On essaie de savoir combien on a formé, donc on fait simplement la différence entre les deux, qui nous donne 2 fois 10-4. Or ici, quand on produit une mole, on en produit 2 ici par rapport au coefficient stoichiométrique, donc on en produira 2 fois plus. Donc 2 fois ça, ce qui nous donne 4 fois 10-4. Hop. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque pour avoir le pH et donc intrinsèquement la concentration d'H3O+? Il nous manque la constante d'équilibre, qui, encore une fois, est un peu plus complexe. Donc on a 1 sur bêta 2, parce que du coup, c'est littéralement la réaction inverse de tout à l'heure du bêta 2, donc Zn de plus 2 CH3COO, qui donne celui-là. Donc 1 sur bêta 2. Mais également, ça, faut encore penser que c'est Zn de plus CH3COO-. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici d'un côté la base fois H3O+, pardon, qui donne l'acide. Mais avec des 2 à chaque fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être 1 sur Ka, sauf qu'on constate qu'il y a des 2, donc ça va être 1 sur Ka au carré. C'est ça qui est un peu avec le 2 ici aussi. Donc qui est un peu plus complexe à remarquer et à voir directement. Mais du coup, ça veut dire que notre constante d'équilibre, ce sera 1 sur bêta 2 fois
1 sur Ka au carré. On fait le calcul, ça nous donne 10 puissance moins 2,4. Et on sait également que ça s'exprime en fonction de produit des... la division de la concentration des... le produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des réactifs. Donc littéralement, ça en fait. On arrive à isoler notre H3O+, on calcule, on a la concentration d'H3O+, et quand on a la concentration d'H3O+, on arrive au pH en faisant moins log, et on trouve un pH de 1,2. Voilà, alors c'est fini pour cette annale, j'ai été un peu rapide, un peu brouillon, n'hésite pas à me dire s'il y a des trucs que tu comprends pas et que tu veux que je te réexplique. Voilà.